Pour le coup d'envoi, qui de mieux que notre bougie d'allumage à tous, notre ambassadeur toute catégorie. J'ai nommé Louis Fouché, comme chacun sait, médecin réanimateur à Marseille, mais en retrait de sa pratique active, mais pratiquant activement la création de liens et je dirais le défrichage des foyers du Nouveau Monde en territoire européen et français. Et j'ai demandé à Louis, nous avons demandé que Louis vienne nous parler des initiatives porteuses qui existent en France autour de lui. Merci beaucoup à tous d'être là. Merci beaucoup pour ces applaudissements. Ça fait chaud. Je reviendrai souvent pour mon samedi après-midi. Et c'est un vaste sujet que celui du monde de demain qu'on voudrait et comment y arriver. Si j'avais une martingale, si j'avais un truc bien tracé, un bon guide pour y arriver, je peux vous assurer que je vous le donnerais sans problème et je serais vraiment heureux de l'avoir. Donc, il y a, hélas, je crois qu'on doit faire chaque jour un petit pas et essayer d'avancer doucement vers ce qui nous semble juste. Et la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est justement de cette idée du paradigme dans lequel on navigue. Pour beaucoup de gens, il faudrait contrôler et prédire. Il faut être sûr de ce qui se passe demain. Il faudrait savoir dans 3 mois dans quoi je pourrais mettre mon argent, savoir si je peux acheter une maison, à quel endroit je vais pouvoir poser mon ancrage de manière définitive. Il y a cette tentation en permanence de vouloir savoir comment va se passer le futur pour se rassurer au fond. Peut-être parce qu'on a peur de mourir simplement. Et on est dans un paradigme qui est de contrôler et prédire. Et ce paradigme-là, il est central dans toute notre économie et toute notre politique. En gros, depuis le XVIIIe siècle, et depuis même avant, depuis le XVIe et le XVIIe, ça commence, mais ça s'amplifie au XVIIIe siècle et ça va venir dans tous les secteurs de l'activité humaine et notamment dans ce que fait l'humain en général sur Terre, passe son temps à transformer le monde en autre chose, à prendre de la nature et à la transformer en anature, alpha privatif, à enlever le vif, à enlever le vivant, justement parce qu'il veut que ce soit bien stable. Donc, il va arrêter l'artisanat pour mettre en route des systèmes industriels, la spinning jenny, et puis ensuite des systèmes industriels où il y a des ouvriers. On sait, ils ont une tâche très spécialisée, c'est des OS. Puis comme les ouvriers, c'est quand même chiant, qu'ils font des luttes syndicales, que c'est une paille dans l'engrenage, on va chercher à les éliminer. Et on va mécaniser encore plus, mettre encore plus de machines pour mettre en place finalement des salariés et des chaînes de montage et de transformation de la matière qui soient strictement algorithmiques. Et ça ressemble au langage basique pour ceux qui ont fait un peu d'informatique parmi vous, c'est if, then, go to. À la fin, c'est la seule façon dont on voudrait voir le monde parce que c'est très rassurant. Jusqu'à aller dans une société automatique, une société où c'est la Google Car qui conduit à votre place, où c'est votre Smart City qui gère l'ensemble de ce qui se passe dans la ville, où c'est votre smartphone qui vous dit ce que vous devez penser, qui vous rappelle les courses à faire, qui vous donne les prochaines choses à faire. Donc ça, c'est le paradigme dans lequel on navigue, qui petit à petit cherche à faire un monde automatique, un monde où tout est planifié, où tout est bien sous contrôle, où il n'y a pas de paille dans l'engrenage. Ben, un monde comme ça, c'est un monde où il n'y a plus d'humain. Parce que l'humain, c'est le bordel. Je peux vous le dire quelque chose, d'en dire quelque chose. On est à Marseille, c'est la capitale du désordre mondial, quoi. On est là pour mettre le bazar. Et ça veut dire qu'on est à l'aboutissement de ce moment-là, d'une volonté de contrôle absolu sur l'ensemble de ce qui se passe. On voudrait la prévision météo pour les 3 prochaines semaines pour être sûr que nos vacances vont bien se passer, des assurances sur le manteau neigeux pour être sûr qu'on va pouvoir skier, des assurances pour aller pisser, un casque pour dire bonjour à son voisin, etc. Ça, c'est le paradigme central qui est l'idée d'une maîtrise, et c'est pas moi qui le dis comme ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Matthew Crawford, qui a écrit un livre intéressant que je vous recommande en philosophie, qui s'appelle L'éloge du carburateur. C'est un peu étonnant pour un philosophe, il parle de carburateur. Ce qui l'intéresse, c'est la mécanique, justement. Et il a fait un dernier livre qui s'appelle Contact. Et c'est intéressant de voir ce qui émerge chez ces philosophes et ces sociologues qui sont un petit peu, qu'on le vend en poupe, qui paraissent dans les revues de philosophie, etc. Parce qu'ils nous disent quelque chose de ce qu'on pourrait palper de l'inconscient collectif. Matthew Crawford, il dit qu'il y a plusieurs façons d'être en relation au monde. Il y a une relation de maîtrise créative. Je veux tout maîtriser. Et c'est moi qui crée. Moi transhumain ou moi New Age, c'est pareil. Je vais plaquer sur le monde ma vision du monde.
Donc, je suis dans une maîtrise créative, dans une relation à un monde projeté. Je projette le monde que je veux. C'est exactement ce qui a cours aujourd'hui pour le Forum économique mondial, pour les gens de Davos, pour les gens au pouvoir, etc. Et c'est ça le cœur du problème, à mon sens. C'est que tant qu'on veut être dans une maîtrise créative, où on veut tout contrôler et prédire et projeter le monde qu'on veut, à mon avis, on fait fausse route. C'est mon avis, hein. Ça vaut ce que ça vaut. Et Matthew Crawford, il propose plutôt d'être dans une relation au monde qui serait une relation d'ajustement à un monde ressenti. C'est-à-dire reprendre contact avec le réel. C'est pour ça que son livre s'appelle Contact. Et il y parle d'une première chose très importante, qui est la question de l'économie de l'attention, en disant que finalement, une très grande partie de ce monde automatique, sa mission est de nous couper de notre relation à nous-mêmes et de nous couper d'une relation au monde, en monopolisant notre attention. Fait que chaque occurrence du réel, chaque seconde, je reçois un tweet, etc. Et il donne un exemple d'un prix de publicité qui a été gagné à Singapour en 2015. Il dit c'est Dunkin' Donuts qui a gagné parce qu'ils avaient réussi à faire un système où dans un autobus, il y avait à la fois des vapeurs de Dunkin' Donuts qui mettaient l'odeur, il y avait ça clignotait sur les sièges devant les gens. Chaque fois qu'ils ouvraient ou fermaient les portes, il y avait la pub Dunkin' Donuts, un beau donut qui était là. Et ils arrivaient à ce qu'à moins de 50 mètres de la sortie de bus à chaque fois, il y ait un vendeur de Dunkin' Donuts. Et comme ça, en ayant saturé le champ de conscience des gens, à la fin, vous allez prendre un Dunkin' Donuts. Parce que simplement, on l'a mis dans le petit théâtre de votre cerveau. Et donc, pour lui, il y a une question de se protéger. Alors, c'est la première chose que je pourrais dire sur cette idée de faire un monde meilleur et tout ce qu'on pourrait faire, c'est ce changement de paradigme, de contrôler et prédire pour aller vers ressentir et s'ajuster. Et ressentir et s'ajuster, ça veut dire ressentir le monde tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Le monde tel qu'il est dans un conflit entre le véridique, ce qui cherche à montrer la vérité, et le mensonger. C'est pas la vérité le monde, c'est pas vrai. C'est pas ça le réel de ce qu'on vit, c'est pas la vérité toute nue. Voilà. La preuve, vous avez des gens dans des voitures avec des masques encore chez nous, avec des FFP2. On sait que c'est un mensonge, que ça veut rien dire. Mais ils sont là, ils existent. Et on ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. Et donc, pour moi, tous les gens qui sont dans une tentative d'imposer leur vérité aux autres, ça ne va pas marcher. On ne peut que être dans une friction, une tension. Il va y avoir ceux qui essayent de dire la vérité, dire moi ça va, cette épidémie n'est pas si grave, il y a des traitements, l'enjeu est peut-être au-delà de cette épidémie de mettre en place une crypto-monnaie internationale, de faire un recette monétaire par les gens du Forum économique mondial, etc. Ok, il y a ceux qui essayent de dire ça, et c'est probablement la vérité. Puis il y a ceux qui sont pris dans la capture de leur attention. Et eux, ils sont pris dans un monde où en gros, la réalité de ce qu'ils vivent, c'est l'idéologie de Le Monde et Libé en France, quoi. C'est ça leur référentiel doctrinal. C'est en gros le wokisme simpliste, quoi. Des bonnes intentions au départ, des choses qui pourraient paraître sympas, mais qui sont toujours tournées pour diviser les gens, pour les séparer les uns contre les autres. Les Noirs contre les Blancs, les Juifs contre les Arabes, les hommes contre les femmes, les vieux contre les jeunes, les masqués contre les non-masqués, les vaccinés contre les non-vaccinés. C'est une doctrine de séparation, une doctrine proprement diabolique, au sens étymologique du terme. Hein. Diabolos, le diable, c'est celui qui sépare. Dia, c'est les chemins opposés, et bolein, c'est le mouvement. Diabolos, c'est le séparateur. Donc, si on part de ce constat-là, le monde dans lequel on est en faillite, est en train de s'effondrer, parce qu'il est dans une tentative de maîtrise créative sur un monde qui voudrait projeter sur le réel. Et donc, il y a une sorte de volonté d'imposer une vérité, alors même que le réel de ce qu'on vit est en permanence une tension, un conflit, un frottement. Et que la bonne posture serait plutôt de ressentir et de s'ajuster. Et qu'il y a d'emblée quelque chose de très important, c'est l'idée de protéger son attention et sa capacité justement à ressentir. Si votre champ de conscience est saturé par de l'hypnose, par les médias, par des tweets, par des notifications sur votre téléphone, par l'ensemble de vos problèmes, parce que vous êtes pris à la gorge, parce que vous n'avez pas de quoi survivre, vous n'avez plus de capacité d'attention au monde tel qu'il est. Et vous ne pouvez même plus vous désirer quelque chose. Vous ne savez même pas ce que vous voulez, parce que vous n'avez plus le temps, simplement. Et ça, c'est la première chose dans la doctrine non violente, c'est l'idée du non-agir. L'idée de ne rien faire et se protéger, empêcher le bruit de fond. Et vous m'avez peut-être entendu plein de fois dans des interviews faire une prescription en disant « éteignez la télé ».
éteignez vos téléphones portables, sauf pour appeler les gens que vous aimez ou pour filmer une pièce de théâtre que vous faites. Mettez-vous en lien avec le vrai monde. Je crois que c'est la première chose si on veut commencer à pouvoir créer un monde meilleur, c'est de se protéger du bruit de fond du monde et de ne pas s'en faire l'écho. Parce que si vous êtes une chambre d'écho, vous êtes une antenne qui capture et qui relance. Ah, le dernier tweet de Justin Trudeau. Et vous allez le relancer parce qu'il est inadmissible. Parce qu'il vous met profondément en rogne. Parce qu'il est fait pour. Il est là pour vous faire enrager et pour que vous soyez un catalyseur qui le renvoie et qui va faire exister ce monde-là de manière très importante. Au fond, on pourrait dire que tous les gens qui sont dans la résistance aujourd'hui devraient être des anticorps d'information, devraient juste savoir que c'est là. Il ne s'agit pas de se mettre la tête dans le sable, hein, on n'est pas des autruches. Mais ça y est, la plupart des gens, ils ont compris où vous voulez en venir. Le crédit social, le reset monétaire, plus rien à bouffer, plus vos enfants éduqués par des conneries dans une école normative. Bon, voilà, quoi. La PMA pour tous, enfin la procréation médicalement assistée. Ça va, on a compris. On n'est pas obligé de se refaire peur toute la journée là-dessus. Moi, en tout cas, je n'ai pas besoin. C'est déjà clair. Le dessin des gens de Davos au Forum économique mondial, je le connais. Ça y est. Donc maintenant, je n'ai même plus besoin d'en parler. Par contre, j'ai besoin de lui faire barrière. Parce que si vous le faites résonner, probablement qu'il y a plein de gens qui restent dans une espèce de sidération par la peur. Parce qu'ils ne savent même pas quoi faire. Ils disent, mais c'est terrible, quoi. Regardez, ils ont saisi le compte des camionneurs. Regardez, ils ont saisi le compte de la femme de Louis Fouché. C'est vrai, on a saisi le compte de ma femme. Voilà. Donc là, je pourrais vous raconter ça pour vous faire peur. Mais en fait, vous le savez, votre argent n'est pas votre argent. Vos enfants ne sont pas vos enfants dans l'école de la République. Votre travail n'est pas votre travail, n'est pas votre œuvre. Et vous-même, vous ne vous appartenez plus. Votre corps va être livré en pâture à ceux qui veulent y mettre tout ce qu'ils veulent. Bon, ok. Ça veut dire que si vous ressentez ça, déjà, voilà, il y a la peur. Et donc, ne soyez pas un renvoi de peur les uns aux autres, parce que ça met dans une situation d'impuissance systématique. Vous n'allez pas pouvoir faire quoi que ce soit. Ça veut dire quoi? Ce que je viens de vous dire, c'est que vous l'avez peut-être déjà dépassé depuis longtemps. Mais il y a plein de gens, ils vont tomber du cocotier au fur et à mesure qu'il va être secoué, quoi. Probablement, en France, en tout cas, on va vers un moment totalitaire plus important. On est dans l'effondrement vraiment de notre système, quoi. C'est comme un bateau qui est en train de s'écraser avec un déferlement de vagues qui le ramène à chaque fois sur les rochers, et puis bang, et la coque est en train de se disloquer, quoi. Et vous avez des gens qui sont cramponnés au mât en se disant il faut que je tienne, quoi, parce que c'est en train de se disloquer de partout. Ils ne savent pas où aller, ils ont peur. Puis vous, qui avez déjà pris des chaloupes, ils sont en train de vous dire bande de salauds, vous quittez le navire. Bah ouais, tu m'étonnes, il vaut mieux quitter le navire. Et donc tout le travail, ça va être d'essayer d'aider les gens à lâcher l'épave qui est en train de s'effondrer et de leur dire viens dans la chaloupe avec moi. Et ou ose venir, quoi. Il y a plusieurs choses. Il y a prendre soin de ceux qui tombent parce qu'ils vont vous aider ou potentiellement, ils vont vous mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire, si vous restez en conflit avec eux à essayer de leur imposer votre vérité, ils vont essayer de faire un trou dans votre chaloupe, disant « mais non, il n'y a pas de naufrage. Ok, bon, on n'a pas besoin de chaloupe. Ok, le système va bien, tout va bien. D'ailleurs, j'ai pris un nouvel emprunt pour acheter une nouvelle baraque. Tu as raison, hein, bonne chance. Et eux, ils vont vous mettre vraiment des bâtons dans les roues. Donc, l'idée, déjà, si vous cessez de vouloir dire quelque chose aux autres, est-ce qu'on est bien au clair au sein de tous ceux qui pensent qu'il y a un problème? Est-ce qu'on a réussi à se mettre en résonance? Est-ce qu'on est capable de travailler ensemble? Est-ce qu'on est capable de libérer notre capacité créative, notre pouvoir artisanal et artistique? Je ne suis pas sûr. Ça, c'est ce que j'avais appelé souffler sur les braises. Déjà, réunir les braises et souffler dessus. Avant même de vouloir aller essayer d'éteindre l'autre incendie, quoi. Avant même de vouloir faire quelque chose sur ceux qui regardent BFM TV ou qui suivent Justin Trudeau ou qui ont un masque dans leur voiture. Eux, en fait, il faut renoncer, vous ne pouvez rien pour eux. Et quand bien même c'est votre famille. Et ça, c'est très douloureux. Et probablement même encore plus si c'est votre famille, si c'est vos enfants, les gens que vous aimez. Si les gens que vous aimez, profondément, la voie de l'amour, c'est d'accepter que c'est leur chemin et que vous ne pourrez pas les convaincre. Que s'ils sont vaccinés, ils sont vaccinés, que s'ils veulent continuer dans le système. Et ça, il y a un énorme travail à faire sur soi, d'abord, à lâcher prise, à dire je ne peux pas les changer, quoi. Ça ne sert à rien, je me prends le truc dans le mur. Alors ça pourrait être une petite boussole dans l'action de changement du monde. Une boussole, c'est quand vous vous prenez le mur 40 fois de suite dans la figure, ça veut dire que ça n'est pas le bon chemin.
C'est comme ça. Ça paraît bête, hein, l'humain. Certains l'appellent Homo sapiens parce qu'il dit non, mais je sais. Et bing, il se recogne dedans. Non, il doit comprendre à un moment, je ne peux pas passer par là ou je ne peux pas passer comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être, à chaque fois, le système, vos proches, en fait, sont vos petits maîtres. Sont là pour vous dire la façon dont tu essayes de m'expliquer des choses ou dont tu essayes de m'emmener vers un autre monde, ça n'est pas la bonne. Tu essayes de me dire que je vais peut-être mourir alors, parce que j'ai reçu 3 doses, etc. En fait, la plupart des gens, ils n'ont pas envie de l'entendre. Et je peux dire que même au sein de la résistance, là, moi, je l'ai vu, hein, j'ai eu plusieurs discussions sur la vaccination, les effets secondaires, et il y a des gens qui m'ont dit, tu sais quoi, je ne veux plus vraiment en entendre parler. Parce que mon fils s'est fait vacciner, et en fait, maintenant, ça me fait juste de la peine et ça me fait peur. Donc, je préfère qu'on parle d'autre chose. Non, mais attends, je vais quand même te le dire, il y a une nouvelle étude qui est sortie qui montre… Non, ça ne sert à rien. En fait, cette étude, elle n'est pas pour vous. Ou, en tout cas, vous pouvez en parler, mais probablement, ça aura très peu d'impact, très peu d'effet. Donc, à un moment, je me suis pris à considérer que YouTube et les censures que nous imposait YouTube, en fait, c'était la bonne stratégie narrative que YouTube essayait de nous expliquer, comme un petit maître, en nous disant, mais tu veux parler de tout ça? Mais les gens, ils ne sont pas prêts. Parce que les gens, ils ont tellement le cerveau lavé qu'ils sont je suis Charlie, je suis Ukraine, je suis 11 septembre, ils ont mis tous les drapeaux les uns après les autres que leur ont donné les médias. Et toutes les conneries qu'on leur a fait gober, ils les ont gobées, quoi. Parce que ça leur permettait d'avoir un drapeau sur les épaules et de ne pas regarder le vide intérieur profond qu'ils avaient, quoi. Qui est notre lot à tous, hein, de regarder à l'intérieur et de dire bon, il n'y a pas grand-chose, quoi. Et donc, ils se sont mis ça sur les épaules. Et donc, si vous voulez réussir à leur parler, il faut partir de ça. Il y a eu un truc intéressant. Donc, si je parle de réinformation et de censure, vous n'avez pas besoin de marronner sur la censure. Vous avez besoin de créer d'autres canaux d'information, de les nourrir de choses chouettes et désirables, et que petit à petit, les gens y arrivent. Et garder un pied dans les réseaux d'information maîtrisés par les GAFAM, en parlant de ceux dont vous avez le droit de parler, en faisant des teasers, en disant des mots détournés, et en restant attentif à ce qui se passe dans ces réseaux-là pour utiliser les tendances dominantes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a eu une tendance sur Twitter en France, vous n'avez peut-être pas suivi, qui s'appelait Où est Jean-Michel? Où est Jean-Michel? C'est une science maintenant qui commence à avoir une certaine finesse, ça devient assez pointu. On appelle ça la brigitologie. La brigitologie, il commence à y avoir des encyclopédies, hein, c'est compliqué, quoi. Il y a plein d'hypothèses différentes, il faut les tester scientifiquement, etc. Mais donc, il y a Où est Jean-Michel? Et Où est Jean-Michel, comme c'était quand même un bon gossip, quoi, on va dire, ça pouvait toucher tout le monde. Vaccin, pas vaccin, Covid, pas Covid. Et donc, il y a plein de gens qui ont profité des hashtags Où est Jean-Michel pour mettre des articles sur le Covid, pour mettre des articles sur les effets secondaires, et qui ont peut-être été vus par des gens qui ne les auraient jamais vus autrement, juste parce qu'ils ont regardé Où est Jean-Michel. Donc, vous pouvez vous servir du hashtag dominant, du truc dominant pour dire OK, InfoCovid ne parle pas d'Ukraine. On va mettre un hashtag Ukraine, puis on va mettre un truc que nous, on veut dire. Parce que comme ça, peut-être les gens, ils le verront, quoi. OK, il y a plus 350% de morts à la FIFA chez les jeunes footballeurs qui ont été vaccinés, quoi. On en parle ou pas? Parce que ça, il y a plein de gens, ils ne l'ont pas entendu. C'est pareil. Enfin, voilà. Donc ça, c'est comment faire pour qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous est imposé, ce soit un atout. Ce soit quelque chose ça vous donne une clé, en fait, pour rentrer dans le système. C'est vraiment une histoire d'aïkido, quoi, d'arts martiaux. C'est vous utilisez la force de l'adversaire. Vous acceptez qu'il vous met une contrainte dessus et que vous devez vivre cette contrainte. Vous ne pouvez pas vous échapper. Vous ne pouvez pas tourner le dos. Vous devez garder le contact. Et il va vous montrer le bon chemin. L'autre chose, c'est vous pouvez non agir encore. Et ça, c'est la question du boycott. Mais d'emblée, la question du boycott, elle vous met face à votre impuissance. Tout seul, vous décidez de boycotter quelque chose tout seul, ça ne marche pas. Donc, le premier travail, c'est la mise en lien. Et c'est le travail sur le lien. Est-ce que tous les petits groupes locaux, québécois, canadiens, etc., ils sont déjà bien interconnectés? Est-ce qu'ils ont des diplomates qui se parlent toutes les semaines pour dire nous, cette semaine, on fait ça? Et vous? Et que tous ces relais d'information se fassent. Est-ce que chacun a acheté un serveur? C'est 400 balles, 400 euros. Peut-être, je ne sais pas combien de dollars chez vous.
et puis s'est mis en réseau avec les autres, a fait un intranet à l'intérieur de l'Internet. Pour le moment, je suis sûr qu'il y a plein de collectifs, en fait, ils vont juste sur les fils Telegram, ils balancent les trucs de déploration, et puis voilà. Donc, vous avez plein de gens qui se sont retrouvés tout seuls, qui avaient peur, qui comprenaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et qui se sont mis ensemble pour continuer à déplorer. Donc, ils ont pris plein d'énergie parce qu'ils se sont mis ensemble, ça, c'était juste. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette énergie? Ils se sont rebalancés des messages qui font peur, et hop, ils se sont bien replombés. Et leur collectif, en général, ne tenait que par la pression extérieure. Un collectif, un groupe, il tient par la pression qui est mise à l'extérieur, qui lui appuie dessus, qui fait qu'il reste en forme. Et plus vous allez avoir de la dictature, plus le collectif il se resserre autour de lui-même. Et puis, il tient par la cohérence interne qui a été tissée. Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble? À quoi on aspire? On voit quelque chose en France, là, c'est que les mesures dictatoriales ont diminué. Et donc, il y a une diminution de la pression externe. Et la plupart des collectifs sont en décohésion. Ils s'effilochent. Ils partent dans tous les sens. Ils arrêtent de se parler. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas tissé la cohérence interne. Et la cohérence interne, elle n'est pas sur s'envoyer des messages sur Trudeau et sur le Forum économique mondial. Ça ne marche pas, ça. Les collectifs qui marchent bien, à Massy, à d'autres endroits, c'est ceux qui ont fait des écoles, qui ont fait de l'instruction en famille, en mutualisant les compétences pour l'instruction en famille. C'est ceux qui ont dit, OK, il n'y a plus de système de santé, on va refaire un système de santé, des soignants qui se sont mis ensemble et qui ont dit comment on fait. Là, je peux élaborer un petit peu cette histoire de soignants. Il y en a qui avaient une vision très entrepreneuriale des choses, parce que c'était déjà des gens qui étaient dans le privé et qui avaient déjà un lieu, une école de naturopathie ou un centre de soins. Eux, ils ont aggloméré encore plus de gens et ils ont étoffé, augmenté leur activité. Ils étaient une école de naturopathie, ils sont devenus une école pour les enfants. Ils sont devenus une école pour les enfants, mais ils sont devenus un restaurant aussi, pour nourrir les enfants et pour nourrir les gens qui viennent à l'école de naturopathie. Puis, au passage, ils en ont profité pour faire un centre de soins, puisque ils avaient des naturopathes. OK, ils ont mis des lieux pour faire des consultations. Et ainsi de suite. Et en fait, si vous tirez le fil à partir d'un lieu, en général, petit à petit, vous pouvez étoffer de plus en plus. Vous avez un resto, vous avez des invendus. Donc, vous allez faire des repas pour les pauvres ou pour les gens qui n'ont rien. Vous avez un resto, peut-être que vous pouvez servir des repas au centre pour les vieux, pour les personnes âgées, plutôt que le mauvais contrat Sodexo dégueulasse. Et puis, vous allez devoir tisser une relation correcte avec les agriculteurs du coin si vous ne voulez pas acheter des trucs au supermarché. En fait, à chaque fois que vous tirez un fil, vous refaites un réseau économique et une micro-société qui a besoin de se nourrir, de s'éduquer, de se cultiver, de voir de la beauté, d'avoir de l'art et du témoignage, qui a besoin d'avoir des espaces d'accueil et d'écoute, qui a besoin d'avoir du jeu, de jouer simplement. Les êtres humains, ils aiment jouer ensemble, qui a besoin de raconter ce qu'ils font, d'avoir un média. Et petit à petit, vous étoffez comme ça les choses. Donc ça, on a ça en France, on a des endroits où ça commence à émerger de partout. Moi, j'ai demandé à 3 personnes de faire un benchmarking, d'aller voir un peu ce qui se passait, pour aller palper qu'est-ce qui se passe chez les soignants un petit peu partout, comment ils sont en train de s'organiser. Donc il y a ceux qui sont comme ça, et eux, ils ont besoin de personne, mais ils sont dans le circuit économique standard, et ils connaissent bien les contraintes administratives, et ils jonglent avec les contraintes administratives. Ils sont toujours en euros. Puis vous avez des soignants qui étaient plutôt dans le public, et qui, eux, ont plein d'idées, avec des monnaies alternatives, avec des soins très différents, qui veulent faire vraiment un système différent. Mais souvent, ils n'ont pas encore de lieu et ils n'ont pas encore trouver comment faire vraiment au niveau économique. Mais ils sont très inventifs, ils ont plein de créativité. Et ils proposent beaucoup des choses sur un mode de troc, de don, de monnaie locale, de monnaie libre. Et donc, leur enjeu, c'est de sortir de l'euro. En disant, mais de toute manière, il faut sortir de cette merde. Et je crois que ça, c'est un des trucs que vous devez garder au fond de la tête. C'est quel que soit le projet que vous faites, à la fin, vous devez sortir du dollar canadien. C'est ça votre monnaie, je crois. Vous devez sortir du dollar et trouver autre chose, contourner, aller. Et il y a plein de systèmes monétaires différents, mais la question, au fond, c'est pas d'avoir un système monétaire super abouti au niveau technique, etc. Ça viendra. Il y en a déjà plein, des cryptos, des trucs comme ça. La question, c'est quel est votre réseau de relations et votre réseau de confiance? Et est-ce que vous l'avez tissé sur des besoins écologiques? C'est-à-dire, là, pour le moment, vous étiez qu'entre gens qui pensent qu'il y a un problème, mais vous allez devoir recruter des gens qui font à manger, des gens qui soignent, des gens qui font des écoles, des gens qui font ces besoins fondamentaux qu'on a pour faire société, et les intégrer à votre réseau de confiance. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut tisser.
je vous donne l'exemple de Massy, le collectif de Massy. Ils se sont posés plein de questions sur la gouvernance, etc. Je vais en reparler après. Mais ils ont fait une métaphore d'un arbre en disant on a des racines. C'est ceux qui veulent bien s'emmerder le plus, en gros, à travailler plus que les autres, quoi. Donc, ils gèrent les listings, envoient les mailings, qui font la newsletter, etc. Et puis, il va y avoir des branches. Une branche réinformation, une branche école, une branche soins, une branche accueil des nouveaux, etc. Et puis, il va y avoir des feuilles, enfin, plein de sous-branches et plein de feuilles. Et les feuilles, c'est les gens. Et il y a plein de gens, ils font rien. Mais par contre, ils participent à des activités. On leur dit, il y a toutes ces activités que tu peux faire. Il y a des cours d'aïkido pour les enfants qu'on fait gratos en mode de don. Tu peux faire participer tes enfants le mercredi après-midi, on les gardera. Il y a l'instruction en famille où on mutualise plein de compétences pour t'aider. Comme ça, on peut prendre 3 demi-journées par semaine tes enfants pour te libérer un peu et te donner d'autres regards. Et puis, il y a d'emblée, quand les gens sont recrutés, on leur dit, mais toi, tu vas faire quoi? Parce que tu peux profiter de tout ça. Mais toi, ton talent, c'est quoi? Ton envie, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as à donner? Même si c'est une fois toutes les 3 semaines. Hein. C'est pas, on n'a pas tous toute notre vie à consacrer à un faux Covid ou au collectif. Il faut aussi remplir la marmite. Et en fait, dans ce collectif-là, c'est très sain. Ça s'élabore de plus en plus. Ils ont plein d'activités et leur arbre, il est magnifique, avec plein de propositions de plein de choses. Et ils sont déjà une société telle qu'on pourrait la désirer. Et en plus, pour le moment, c'est pas vraiment attaquable, quoi, parce que eux, ils sont pas en train de critiquer le système ni rien, quoi. Ils sont juste en train de faire. Donc sur les systèmes monétaires, vous pouvez aller voir Prenez Place. Peut-être un certain nombre d'entre vous ont déjà vu, mais c'est toute une initiative qu'on a fait avec des universitaires, des ingénieurs monétaires, des sociologues, des historiens, et puis des usagers de plein de monnaies locales pour réfléchir à qu'est-ce que c'est la monnaie. Parce que pour la plupart d'entre nous, et moi y compris avant, hein, la monnaie, c'était l'euro, quoi. Et comment on crée la monnaie, qui la dirige, qui la gère, j'en savais fichtre rien, quoi. Et en fait, quand on creuse ce problème-là de la monnaie, on est vraiment sur le sang du système. L'eau dans votre jardin. La monnaie, c'est l'eau dans le jardin. Et donc, il y a besoin de travailler, il y a besoin vraiment de reprendre en main ce truc-là. Et finalement, si vous prenez la monnaie comme un système technique en disant c'est un système administrativo-technique, c'est comme un marteau. Hein. Un marteau, c'est un truc pour mettre un clou, mais c'est un outil. La monnaie, c'est un outil compliqué avec plein de ramifications, c'est ce qu'on appelle un système technique. Et en fait, l'ensemble de nos interactions au monde sont des systèmes techniques. L'humain, il ne fait rien d'autre que des systèmes techniques. Un ordinateur, une école, le système de santé sont des systèmes techniques. Et ces systèmes techniques, qui les crée? Quelles sont ses intentions? Quelle est la gouvernance? Qui a le droit de prendre des décisions? Si vous reprenez en main la gouvernance, c'est vous qui prenez les décisions, vous en faites un commun, on appelle ça. Si vous êtes au clair sur les intentions, qu'est-ce que cherche à faire ce système technique? Par exemple, le système de santé aujourd'hui, est-ce qu'il cherche à ce que vous soyez en bonne santé, libre, heureux, bien avec les autres? Non, il cherche à vendre des médicaments pour Big Pharma, quoi. Voilà, point barre. Il faut être clair. L'intention est complètement détournée, la raison d'être. Donc, si vous arrivez à poser ça, à poser nous l'intention du système de santé qu'on veut, ça va être que peut-être les citoyens soient autonomes sur la majorité de leur santé. Et puis qu'il y ait des chamans bienveillants qui accompagnent, des hommes médecine, femmes médecine bienveillants, qui accompagnent ces gens-là dans le quotidien. Une sorte de médecins aux pieds nus qu'il y aurait un peu partout. Et puis, il faudrait qu'on ait vraiment des référents sur certaines techniques, le jeûne, la naturopathie, l'ayurveda, la médecine allopathique, que sais-je encore, tout ce que vous voulez, quoi, les massages, etc. Là, on va avoir des vrais référents, des gens qui sont vraiment costauds, ils connaissent très bien. Et ils sont tellement costauds qu'ils sont capables de faire du contenu pour le donner aux citoyens, de faire une université citoyenne. En disant, voilà, nous, on a bien réfléchi, on est le collège des super forts en Ayurveda, des sages dans la montagne. On est capable de vous dire, ça, c'est les trucs que vous devez savoir, quoi. Vraiment, tout le monde doit le savoir. Après, il y aura des questions pointues, vous viendrez nous les poser, mais ça, c'est la baseline. Et vous pourriez imaginer un système de santé comme ça, où vous avez des citoyens très bien formés par une université citoyenne, utilisant les outils numériques de mutualisation de l'information, parce qu'aujourd'hui, ils sont très bons. Vous pouvez apprendre plein de choses par les tutos. Des gens dans les villes, un peu partout, qui sont des rebouteux, les chamans bienveillants qui vous aident à avancer. Et puis, on aurait une strate au-dessus qui sont les sages. Peut-être vous pouvez l'imaginer comme ça. Et commencer par créer ça. Alors, on va devoir créer l'université. On doit avoir l'outil technique. On doit recruter nos sages. C'est qui? On doit avoir ces accompagnateurs. Ces accompagnateurs, c'est quoi leur talent? C'est profondément de l'empathie. Les gens ne sont pas forcément bons techniquement, mais ils ont une vraie capacité d'écoute, d'empathie, d'accompagnement des gens. Et peut-être c'est juste
la dame qui, dans la rue, passe son temps à écouter les autres et puis reçoit tous les malheurs du monde, mais ça fait du bien aux gens. Et elle, c'est un très bon médecin aux pieds nus, sûrement. Est-ce qu'elle peut accompagner quelqu'un? Ce ne sera pas quelqu'un qui a un super diplôme ni rien, quoi. C'est quelqu'un qui a des qualités profondes d'empathie. Et puis, les citoyens, comment on les touche? Ah, OK, il faut qu'on fasse notre community manager et qu'on monte notre communauté sur tous les réseaux sociaux, etc. À partir du moment où vous faites ça, vous avez posé la question de qu'est-ce que c'est le soin? Qu'est-ce que c'est les compétences du soin? Qu'est-ce que c'est les sages du soin? Qu'est-ce que c'est le système médiatique pour que les gens soient au courant, le système universitaire? Donc, vous avez posé la question, qu'est-ce que c'est un média? Et qu'est-ce que c'est de la réinformation? Et vous allez vous rendre compte que vous avez déjà tout à disposition. Vous pouvez faire une chaîne Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Et donc, il faut que vous ayez un petit groupe pour faire ça, qui soit bon, qui soit capable de remonter de l'information, de la faire résonner un peu partout, de mettre les bons hashtags, d'aller voir un peu partout s'ils peuvent la relancer encore plus fort, qui ensuite regardent s'ils peuvent acheter des panneaux publicitaires à certains endroits pour faire de la publicité, qui du coup s'occupent du modèle économique. Enfin bon, à chaque fois, en fait, vous prenez n'importe quel projet, ça va être une petite société en miniature où vous allez devoir faire ensemble, que ce soit pour organiser un système de soins, que ce soit pour organiser un système scolaire. Pour les écoles en France, qu'est-ce qui se passe? Il y a Enfance et Liberté qui a essayé de regrouper, de fédérer les associations de parents. Ça n'a pas marché, bien sûr. Parce que, comme tous les intercollectifs, ça ne marche pas. Moi, j'ai une grosse expérience des intercollectifs. Je n'ai jamais vu que ça marche. Peut-être qu'il y en a, hein, mais je n'ai jamais vu. Donc, que ce soit une fédération syndicale ou une fédération ou l'ONU ou je ne sais pas quoi. Non, c'est en général quelques personnes qui prennent tout le pouvoir en faisant semblant d'être représentatifs pour les autres. Mais ils ne le sont pas. Et donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut penser la réunion de vos collectifs. Vous n'arriverez pas à avoir tout le monde en tête de cortège se tenant par les épaules en disant « il faut virer Trudeau », etc. Non, ça, vous n'y arriverez pas. Pourtant, ce qu'il faudrait faire, on est d'accord. Enfance et Liberté, on a réfléchi ensemble et on a dit et si vous étiez, plutôt qu'un intercollectif qui voudrait mettre tout le monde sous son drapeau et sa bannière, si vous étiez un outil au service des collectifs, vous vous mettez au service de chaque collectif en disant, nous, on est capable d'aller porter un message auprès des représentants du rectorat et du ministère de l'Éducation. Et on est capable de faire, de mettre de l'information sur une bibliothèque pour toutes les questions administratives. Donc, on se met à votre service pour ça. À partir du moment où ils ont fait ça, ça y est, tout le monde a rejoint Enfance et Liberté. Parce qu'ils se sont mis au service de plus grands. Et plus grand, ce n'était pas l'intercollectif. Plus grand, c'était tous les collectifs. Et l'intercollectif, c'était un outil. Ça va, c'est compréhensible ou ça peut paraître ténu comme distinction. Mais pourtant, ça change tout. Ce que vous faites, il se met au service de plus grand en considérant que plus grand, c'est la biodiversité, c'est le monde, c'est le vivant. Ce n'est pas la structure figée administrative. Ce n'est pas ça, plus grand. Ce n'est pas le ministère de la Santé, le truc le plus grand de la santé. Le truc le plus grand de la santé, c'est les patients, les médecins, les soignants. C'est ça. C'est l'énorme jardin dans lequel il y a tous ces gens-là, avec la maladie, la guérison, les bactéries, les virus, les champignons, les médicaments traditionnels, les plantes, tout ce que vous voulez, les médicaments de la chimie. OK, ça, c'est la vraie biodiversité. À partir du moment où votre entreprise, elle se met au service de ça, il n'y a rien qui l'arrête. C'est-à-dire que vous allez avoir de l'énergie. J'en reviens à ce que je vous ai dit tout au début. Si vous vous butez dans le mur, que c'est dur, ce n'est pas par là qu'il faut passer. Il faut que ce soit facile. Il faut que vous ayez de l'énergie à gogo, que vous ayez l'impression que ça coule de source, que plus vous en faites, plus vous avez envie d'en faire. Vous n'allez pas gagner un rond au début, bien sûr, hein, mais si vous faites confiance à la vie, je vous donne un exemple. Moi, je n'ai pas de salaire. J'ai perdu mon boulot. Ma femme aussi. Mais en fait, j'ai jamais été aussi riche. Pas financièrement, hein. Mais j'ai jamais rencontré autant de gens. J'ai jamais reçu autant de cadeaux. Là, toute la baraque, elle est remplie de peintures qu'on m'a données, de livres qu'on m'envoie. Je peux lire encore pendant 30 ans, là, hein, potentiellement, si je m'arrête maintenant, tellement on m'a envoyé de bouquins. Et il y a des gens qui m'ont donné des paniers de légumes pour me donner à manger chaque semaine. En fait, à partir du moment où vous faites confiance et que vous donnez ce que vous avez à profusion, moi, en l'occurrence, ça va être le blabla, la parole. Voilà, c'est ça que j'ai à donner. Il y en a d'autres, ils ont d'autres talents, quoi. Ils sont bons pour organiser, ils sont bons pour… on a chacun nos petits talents à donner à plus grand. Il faut juste trouver ce que c'est. Et là, ça coule de source, quoi. Et puis, en échange, les autres, ils vont donner ce qu'ils ont à profusion. Je prends un autre exemple. J'ai un ami qui s'appelle Barnabé, qui est un inventeur génial, qui a arrêté de bosser.
Et puis, il va chez les agriculteurs à côté de chez lui et il leur dit, moi, j'ai 4 jours à te donner si tu veux. Quand tu veux, tu m'appelles, le jour pour le lendemain, je viens. Parce que je sais que ton problème, c'est le temps de travail et la ressource humaine dans le travail, ça coûte trop cher. Mais moi, je te donne ma ressource humaine gratos quand tu veux, 4 jours dans l'année. Et en échange, toi, qu'est-ce que tu me donnerais? Et puis, il lui donne ça parce qu'en fait, il est chômeur et il a du temps à profusion, quoi. Il a 4 jours à tuer n'importe quand. Et l'agriculteur, il dit, bah, tu sais, moi, je fais 13 tonnes de blé par an, je vends 500 € la tonne, autant dire que je la donne, quoi. Bon, bah, moi, je peux te donner autant que tu veux de blé, quoi. Pour moi, ça vaut rien, quoi. Et j'en ai plein à profusion du blé. Et donc, comme ça, il a du blé pour faire une boulangerie et il a fait une sorte de boulangerie où il nourrit tous les voisins de pain. Et il n'y a même pas d'échange marchand là-dedans, quoi. C'est chacun a donné ce qu'il avait à profusion. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui a été développé par quelqu'un qui s'appelle Marcel Mauss en économie, qui est la question du don et du contre-don. Mais le don sans même rien attendre, en général, fait que vous allez recevoir au centuple. C'est juste une question de confiance. Et si vous ne recevez pas, c'est que ce que vous donnez n'est pas adapté. Je vous donne un autre exemple. On a décidé de faire des conférences. J'ai fait des conférences, parce qu'on m'a demandé de venir faire des conférences, comme aujourd'hui. Puis moi, je ne savais pas combien ça vaut une conférence de Fouché. Je n'ai aucune idée, quoi. Puis je présume que ça dépend des gens, quoi. Il y a des gens, ça va valoir rien, puis d'autres, ça va valoir 5 €, j'en sais rien. Et puis ça dépend du salaire des gens. Puis il y avait plein de soignants suspendus. Et puis j'ai des amis artistes qui m'ont dit, on va faire 25 € la place, on va faire une billetterie électronique, les gens auront un QR code à l'entrée, ça. Pardon. Non, je suis désolé, je me sens pas bien. C'est pas tout à fait comme ça que je veux faire. Déjà, je me sens pas un artiste, quoi. Donc, et je suis pas habitué à ce milieu-là des concerts et tout ça. Donc, je l'ai fait 2 fois, 3 fois comme ça avec eux, en essayant de comprendre, puis en essayant de changer le truc, en disant moi, je voudrais qu'il y ait de la participation consciente. C'est-à-dire, en gros, ça nous coûte tant. La base pour louer la salle, etc., pour rembourser les gens, pour me rembourser l'essence, et puis après, les gens donnent ce qu'ils veulent. Donc, ils ont essayé de faire ça, mais c'était toujours pas adapté. Puis à la fin, moi, j'en suis arrivé à dire, je ne peux pas le faire avec vous, c'est pas grave. Moi, je vais juste faire passer un chapeau à chaque fois. Pour le moment, le chapeau, à chaque fois, il me rembourse sur le fait de venir, de manger, etc., de me loger, et même plus. Donc, pour le moment, je pense que ce que je fais est adapté. À partir du moment où mon chapeau, il n'y aura plus assez, et puis je pense qu'il est adapté aux gens. Il y a un soignant, il n'a pas un rond, il vient d'hyper loin et tout ça, et il mettra 1 €, ça va, c'est OK pour moi. Ou il mettra 0, et puis c'est très bien. Mais à partir du moment où j'aurai plus assez, c'est qu'il faudra que je fasse autre chose, c'est tout. Encore une fois, ressentir et s'ajuster par rapport à ce qui se passe. Je ne vais pas faire plus de pubs, passer ma vie à faire une agence de com pour essayer de vanter les conférences de Fouché, quoi. Pour le moment, c'est des gens qui me demandent, je n'ai pas besoin de faire de pub, les conférences sont remplies, etc. C'est vraiment cette idée de ressentir et s'ajuster. Ok, je vous ai parlé de censure et de réinformation avec l'idée que peut-être c'était intéressant la censure parce qu'elle nous donnait le bon chemin pour se mettre en lien avec les gens avec qui on n'était plus en lien. Et que ça, c'est un vrai enjeu. Et que pour les gens avec qui on est déjà en lien, on devait être des anticorps à information de merde et empêcher ce bruit de fond-là. Pourquoi ? Parce que l'information, quand elle résonne, vous avez peut-être déjà vu ça, il y a un phénomène qui s'appelle la mise en résonance des oscillateurs biologiques en physique. C'est quoi ? C'est le fait que quand un système vibre, si vous mettez un autre système qui vibre autrement à côté, ils finissent par vibrer ensemble, à se mettre en résonance, à osciller ensemble. Donc, par exemple, vous mettez des métronomes sur une planche de BA13, de contreplaqué, sur 2 rondins, puis vous mettez les métronomes n'importe comment, vous verrez sur YouTube, il y a plein de vidéos de ça. Au bout d'un moment, et pas très long, en moins de 5 minutes, ils se mettent tous en résonance. Clang, 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 clang. Ça, c'est ce qu'on appelle la mise en résonance des oscillateurs biologiques. C'est comme ça qu'on explique aussi le fait que dans les couvents de jeunes filles, en général, les menstruations se font au même moment. Les cycles menstruels finissent par se faire au même moment. Et c'est vrai dans une famille, quand les gens s'entendent bien, sont en bonne relation, les femmes, et il faut qu'ils soient en bonne relation et en confiance, et elles ont leur cycle en même temps, dans une coloc. C'est vrai aussi pour un banc de poissons. Pourquoi tous les poissons font tous en même temps la même chose ? Ils ne sont pas connectés directement pourtant. Pourtant, si, en fait, il n'y a pas de soi séparé. C'est Thich Nhat Hanh qui dit ça. On n'est pas séparés. Mais on se met en résonance. Pareil, en Papouasie, il y a des feux follets. Sur 200 km, ils clignotent tous en même temps. C'est comme une guirlande de Noël. Et
c'est vrai aussi pour les émotions et ce qu'on vit. Si vous avez un petit groupe là-bas à la gare qui est en train de rigoler, un groupe de copains qui est en train de rigoler, vous allez arriver, vous pouvez essayer de plomber l'ambiance en disant un truc bien glauque. Mais globalement, vous allez avoir envie de rigoler avec eux, plutôt. Vous allez garder votre truc glauque pour plus tard. Par contre, vous avez des gens en train de se battre derrière la gare. Vous essayez d'amener de la paix. Il y a bonne chance que vous preniez une pêche dans la figure et que même vous finissiez par en donner une, alors que vous arriviez avec l'envie de faire la paix. Donc, ça, c'est l'idée que le champ d'information, le champ de conscience dominant, il va contaminer les autres. Et donc, vous devez contaminer les autres aussi. Si vous êtes pris dans la peur, si vous êtes pris dans la colère, si vous êtes pris dans l'angoisse, que vous faites résonner l'information dominante, vous la faites vivre encore plus, quoi. Donc ça, c'est vraiment se protéger et d'avoir mis dans vos collectifs le fait d'accueillir les gens avec toute leur peur. Parce que souvent, on voudrait les faire passer directement à « Allez, sois constructif, fais quelque chose ». Et en fait, ils sont encore terrorisés, quoi. Et il y a besoin de purger cette colère, cette peur, de laisser venir un sentiment très vivant qui est la mélancolie, la tristesse. Souvent, on ne veut pas que les gens soient tristes, on ne veut pas qu'ils soient mélancoliques. Mais au fond, là, vous avez plein de jeunes, ils sont soit sous cocaïne, à ressentir trop fort, soit bourrés de cannabis à s'anesthésier. Et on les fait passer de l'un à l'autre en permanence. Et il n'y a jamais de place pour ce qu'eux, ils ressentent à l'intérieur. Et ce qu'on ressent à l'intérieur, si on se pose et qu'on regarde le monde, il y a à la fois de la tristesse, cette mélancolie, avec une toute petite voix, puis à la fois l'émerveillement de la beauté, de la nature, de tout ce qui existe. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et ça ne fait pas forcément beaucoup de bruit, hein. Ce n'est pas un gros sentiment qui vient péter partout. C'est un truc assez subtil. Si on arrive à faire un pont pour tous ceux qui se cramponnaient au mât, là, et à les amener doucement à… Tu es un peu mélancolique, il y a des trucs qui ne vont pas dans notre système quand même. Puis il y a des trucs qui sont beaux, que tu as envie de célébrer. Là, déjà, on a gagné quelque chose. On peut peut-être les amener ensuite à agir. Après, il y a la question de la défense des droits qui m'avait été posée par Pierre. C'est le dernier truc que je pourrais traiter. C'est que je pense que c'est extrêmement important. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tout se fragmente, tout s'effiloche, nous, on va reconstruire le monde à partir des morceaux. On va rien créer de nouveau, on ne crée jamais rien de nouveau. En fait, l'humain fait toujours en moins bien ce que Dieu a fait, quoi. Au mieux. Mais toute notre réplique du monde, nos systèmes sociaux, etc., sont toujours moins bien que ce qu'avait fait la nature, quoi. La coopération entre les fourmis, les gazelles, l'arbre, on est toujours moins bon, quoi. Donc, nous, on peut se contenter d'essayer de reprendre les morceaux qui ont l'air cohérents et d'essayer de rebâtir comme une bulle de cohérence pour se protéger pendant la tourmente, pendant que tout vacille de tous les côtés. Et il y a des trucs bien à reprendre, et y compris dans le système de santé. Moi, je suis anesthésiste, je trouve que l'anesthésie, c'est pas mal. Se faire opérer de quelque chose sans avoir à mordre un bâton, je trouve ça bien. Je suis content de le faire, quoi. Et je pense que ça rend service, en tout cas. Je ne casse pas des briques, mais ça rend service. Et il y a des choses bien dans les systèmes scolaires, dans les pédagogies qui ont déjà été élaborées, etc. Il n'y a pas forcément besoin d'inventer une nouvelle pédagogie encore et tout ça. Ça se trouve, c'était bien ce qu'il y avait avant, hein. Donc, l'idée, c'est juste qu'on va prendre les morceaux et nous, on va rebâtir. Donc ça, il faut être ouvert à l'idée de reprendre les morceaux. Si vous voulez absolument une stratégie pour un nouveau monde, où vous voulez faire vraiment un truc New Age où tout est parfait, ça ne marchera pas, hein. C'est parce que le monde n'est pas parfait, quoi. Voilà, il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont gentils. Si vous voulez éradiquer les méchants, ça n'arrivera pas. Il y aura toujours des méchants. La seule chose que vous pouvez faire, c'est trouver dans l'histoire comment on a réussi à se prémunir des méchants, à les laisser au fond de la forêt, dans une caverne, avec la sorcière et l'ogre. Voilà, ils sont là-bas, c'est bien, on a peur d'eux, on a éduqué les enfants à avoir peur d'eux, et on ne les met pas au pouvoir, les sorcières et les ogres qui mangent les enfants. Hein, il ne faut pas les mettre au pouvoir, ça c'est clair. Donc, donc c'est pas très compliqué au fond, hein. Et ça rejoint la question du récit, et je finirai par là. Avec donc la question de la défense des droits à tenir, le droit romain qui fonde une grosse partie de nos systèmes juridiques partout dans le monde, pas si mal en fait. Il y a des choses pas mal. On peut faire évoluer vers de la justice restaurative. Il y a plein de choses à faire avec la communication non violente, etc. Mais globalement, il y a des trucs qui se tiennent. Et j'ai raconté souvent cette histoire de François Bizot. François Bizot, c'est quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Le Portail. Et c'est un spécialiste de la Khmer. Et il est au Cambodge au moment des Khmers rouges. Et parce qu'il est marié à une Cambodgienne, et puis lui, c'est un amoureux de la civilisation Khmer, quoi.
et un spécialiste dans le corps et tout ça. Et il se fait attraper par les Khmers rouges. Il se fait mettre dans un camp, et il est dans un des pires camps qui soit. Il est avec Douche. Et Douche, c'est le second de Pol Pot. Et Douche, quand tu fais tomber un seau d'eau dans le camp, il prend un fusil et il te tire dessus et il te tue. Voilà, fini, tu ne devais pas faire tomber le seau. Et on règne dans l'arbitraire. On baigne dans l'arbitraire, pardon. Il n'y a rien qui est stable. Sauf que tous les jours, François Bizot, tous les soirs, il prend Douche en tête à tête et il discute de l'art khmer, des fondements idéologiques de la civilisation khmer, de pourquoi l'Ankar, c'est-à-dire l'idéologie, la doctrine khmer rouge, est complètement déconnante. Et tant qu'il discute, il reste en vie. Et il y a un jour, Douche ne revient pas. C'est fini. Le camp est ouvert. Il peut s'en aller. Et c'est les 1001 nuits. Tant que vous maintenez le dialogue, vous restez en vie. Et mon grand-père m'a dit ça. Mon grand-père était général de corps d'armée, général 4 étoiles. Il a fondé un réseau de résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il était instituteur, qui s'appelle Mithridate. Et ensuite, il a fait carrière dans l'armée. Et voilà. Et ça reste une figure familiale très importante, d'un humaniste très profond, extrêmement intelligent, extrêmement humain, avec une éthique très profonde. Et lui, il m'a dit, plusieurs fois, il m'a dit, l'important, c'est pas de vaincre l'ennemi. L'important, c'est de survivre. Dans ce qui nous arrive là, l'important, c'est pas de vaincre l'ennemi. L'ennemi est en train de se suicider tout seul. Il n'y a rien besoin de faire. Hein. La 5e dose, bonne chance, les gars. Quoi. Vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi, je regarde le VAERS, je regarde Eudravigilance, je vois juste ce qui se passe. Hein. Mais donc, il n'y a pas besoin de lutter contre. Il y a besoin juste de structurer votre survie. Et pour ça, d'être prudent, intelligent, de tenir le droit. Et ça, c'est les 1001 nuits que je vous ai raconté avec François Bizot. Hein. C'est que tant que vous maintenez des procès, tant que vous maintenez le dialogue avec les institutions, vous existez, vous ne serez pas foulé aux pieds. Et donc, il faut faire des procès. Il faut les tenir. Il faut faire des procès en diffamation. Sans émotion. Vous n'êtes pas en colère. Vous êtes juste en train de rester en vie, de maintenir un dialogue. La dernière question pour moi, c'est celle du récit. Raconter une histoire. Là, je vais vous raconter quelque chose. C'est quelqu'un qui s'est couvert de honte et de ridicule pendant le Covid, mais il avait dit des choses intéressantes avant. Je vais le citer quand même, parce que je cite les gens en licence libre. Moi, j'utilise beaucoup la licence libre. Et en licence libre, les licences CC by SA, vous citez d'où ça vient. Ce n'est pas un complexe de culture, c'est pour rendre hommage. Comme quand vous jouez Duke Ellington, quand vous faites un bluff en jazz, vous dites c'est Duke Ellington. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça. C'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Moi, je vais l'interpréter autrement, mais c'est Duke Ellington quand même à la base. Donc là, c'est pareil, c'est Boris Cyrulnik qui parle de la mémoire traumatique et qui raconte ceux qui ont réussi à traverser les conflits. Et il donne l'exemple des Américains partis en guerre en Afghanistan et qui sont revenus en Irak, pardon, et qui sont revenus complètement rincés, quoi. Incapables de retrouver du boulot, comme des lapins dans les phares, en état de stress post-traumatique prolongé. Et l'état-major américain s'est ému de ça, ça leur coûtait cher. Les Américains ne s'émeuvent de quelque chose que quand ça coûte cher, sinon on vous refoutent. Et donc, ils ont décidé de donner du Lexomil, matin, midi, au soir, aux gens qui partaient dans les vallées afghanes. Le Lexomil, c'est quoi? C'est une benzodiazépine. C'est un médicament anxiolytique. Donc, à leurs soldats, à leurs GI, ils leur ont dit, bon, allez, vas-y, bouffe ta pilule chaque matin, midi et soir, puis on va voir. Effectivement, ceux qui ont bouffé le Lexomil matin, midi et soir n'ont pas eu d'état de stress post-traumatique. Par contre, ils sont revenus en ayant fait des selfies en train de pisser sur un charnier ou avec la tête décapitée d'un ennemi, des trucs comme ça, quoi. Donc, ça veut dire leur encodage émotionnel était complètement perturbé, un truc pas du tout normal. Et avec d'autres séquelles qui n'ont pas été vues tout de suite, mais qui étaient très importantes, de désocialisation, etc. L'état-major français, il a une toute autre façon de regarder les choses, parce qu'il se passe la même chose chez les militaires français, c'était de dire aux gens qui partaient en opération extérieure, écrivez une lettre aux gens que vous aimez. À qui vous voulez, en fait. Nous, on la donnera s'il se passe quelque chose. Tous ces gens qui ont fait ces bouteilles à la mer, ils ne font pas d'état de stress post-traumatique, sans prendre de pilule, et ils ne font pas de trucs horribles pendant les combats. Et c'est pareil, pendant le 14-18, vous avez peut-être tous vu ça, des livres sur tous les poèmes, toutes les cartes postales qui ont été envoyées à leurs amoureuses. Les soldats dans les tranchées, ils passaient leur temps à écrire, à raconter, à penser à ceux qu'ils aimaient. C'est-à-dire que pour traverser un moment de crise, on a besoin d'un récit avant
et d'un récit après. Et que cette crise soit une parenthèse, soit quelque chose qui soit circonscrit et qui va s'arrêter à un moment. Que ce ne soit pas le futur pour toujours. Donc là, c'est pareil. Vous avez besoin d'écrire, de penser à ce qu'il y avait avant, et on a cherché à nous gommer la mémoire. On se souvient, pour moi en tout cas, par exemple, je me souviens très mal de ce qu'il y avait avant le Covid, et j'ai renié mon métier, etc. Mais en fait, il faut que je me réconcilie avec ça. Et puis, il faut que j'écrive aussi ce qu'il va y avoir après. Et puis là, tout de suite, que je témoigne, et c'est une grosse partie du récit, c'est de témoigner de ce que vous vivez, de faire des blogs, de faire des sites Internet, de mettre les bons mots-clés, de vous faire référencer sur Google, de faire des pages Wikipédia, de faire des livres, de faire des web magazines, de faire des magazines, de faire des photos, de faire des répertoires de photos, de faire des œuvres d'art, de faire des chansons, de faire des poèmes, de faire des contes pour les enfants, de raconter l'histoire. Comme vous avez envie de la raconter. Sinon, l'histoire sera écrite par les vainqueurs. Et on ne sait pas encore qui va gagner. Moi, je sais, mais j'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est nous, évidemment. Mais je pense qu'il y a vraiment. L'histoire sera écrite par nous. Parce que si vous laissez BFM, etc., écrire l'histoire, bah, c'est la leur, quoi. Pour ça, vous avez besoin de faire sur Google au moins 1500 signes par semaine. Un signe, c'est quoi? C'est une virgule, un trait, une lettre. Il faut que vous arriviez à cracher sur les médias, sur les réseaux, plus de 1500 signes référencés par semaine. Chacun. Vous êtes tous capables de le faire. 1500 signes, c'est rien, c'est un paragraphe. C'est même pas un A4, quoi. De raconter votre histoire. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas la fibre d'aller fonder une école, faire un système de soins, changer le truc, juste racontez. Racontez, écrivez, dessinez. Faites avec votre talent et libérez votre capacité créative là-dessus. Parce qu'une fois qu'elle se libère, vous allez voir, waouh, vous en avez des choses à dire. Voilà, j'en ai fini avec ce que je pouvais vous raconter. Il y a plein de choses à dire, mais je respecte le temps. Merci à tous de votre écoute. Vous êtes chaud au Québec.